Bonjour Yvan. Bonjour Guillaume. Alors Yvan, toi, c'est un peu une interview qui sort un peu du cadre de l'apiculture parce que toi, tu travailles dans la fourmiculture. Et est-ce que justement tu peux me parler de toi et de la fourmiculture, s'il te plaît? Ouais, effectivement, c'est un sujet un petit peu parallèle, mais je pense qu'il va être très intéressant parce qu'il se rapproche beaucoup de ce que tu fais. Donc j'espère que ça va intéresser tous ceux qui nous écoutent. Moi, pour ma part, je me suis passionné pour tout ce qui est nature, insectes, animaux et les fourmis en particulier. Donc je m'appelle Yvain, j'ai 32 ans et je me suis intéressé en particulier aux fourmis vers l'âge de 12-13 ans, jusqu'à expérimenter et en faire petit à petit mon métier principal, mon activité principale. Donc avec la vente de fourmis, l'élevage et la vente de fourmis, la conception, fabrication et vente de matériel d'élevage. Donc là, je suis basé à Grenoble et originaire du Vercors, dans la Drôme. Oui, c'est vrai que j'ai vu des photos sur ton site internet. Ton site internet, donc c'est fourmiculture.com, c'est ça? Ouais, Ouais. J'ai vu une photo du Vercors avec une flèche qui pointait en disant je viens de là. exact. Je viens de là. Alors c'est un petit peu changé vu que je ne suis plus tout à fait là, basé à Grenoble. Là, je suis en train de m'installer dans un nouveau bureau un petit peu plus grand sur la ville de Grenoble. Donc c'est avant tout un bureau qui permet de gérer mes activités, de faire l'élevage aussi, et qui me permet aussi de recevoir sur rendez-vous. Hmm, ok. Et donc fourmiculture, tu disais que ça a démarré à 12-13 ans. Comment ça s'est passé un peu donc, tu as eu cette partie d'initiation et à quel moment c'est devenu vraiment très sérieux? Est-ce que tu as eu un livre, un stage d'initiation, une rencontre avec un fourmiculteur? C'est marrant de dire fourmiculteur quand même. Enfin, ouais, c'est fascinant. Est-ce que oui, comment ça a évolué un peu entre ta première rencontre et vraiment là où tu t'y engagé sérieusement? Moi, j'avais toujours le nez dans tout ce qui était nature, insectes et tout ça, comme j'ai expliqué. Et puis il y a différents petits éléments, oui, qui ont rajouté de l'intérêt au sujet. Euh, Il y a eu il y a eu les livres de Bernard Werber sur les fourmis. Ça, je pense que beaucoup font le lien encore aujourd'hui. Ça a beaucoup joué sur l'intérêt et même la fascination qu'il y a pour leur monde social et toutes les choses incroyables qu'il y a autour des fourmis. Et puis j'ai commencé à me renseigner et à voir sur Internet qu'on pouvait en faire l'élevage. C'était relativement connu, même si ça restait un peu expérimental. Ça s'est toujours fait, comme on a des ruches vitrées depuis le 19e siècle. On a des entomologistes qui ont étudié les fourmis depuis pas mal de temps, qui ont posé les bases, comment fabriquer des fourmilières en plâtre, comment fonder une colonie avec la reine dans un tube à essai, avec du coton et de l'eau, des choses simples mais qui fonctionnent très bien, qui est encore valables à cette époque-là. Et puis sur Internet, il y a des groupes de passionnés qui ont fondé des forums, qui ont commencé à se développer, à échanger plein d'idées super intéressantes sur comment fabriquer une fourmilière, reconnaître les différentes espèces et réussir leur élevage. Donc ça a commencé à me passionner vraiment plus comme ça, vers 13, 14, 15 ans. Puis ça a pris petit à petit un peu plus d'ampleur et une tournure professionnelle. Alors, tournure professionnelle, est-ce qu'il y a des formations qui existent en fourmiculture? On peut devenir myrmécologue, c'est-à-dire scientifique qui étudie les fourmis. Donc il n'y a pas des masses de branches possibles, mais il y a quelques myrmécologues en France, en Suisse et ailleurs. Mais c'est pas forcément ce que je recherchais en particulier. J'aimais bien rester un peu hors du cadre, en tout cas études scolaires. Je me suis beaucoup intéressé à l'expérimentation par moi-même, à créer du matériel aussi. Donc le côté recherche technique m'a beaucoup plu. Tout d'abord à un niveau vraiment artisanal, mais en prenant de l'ampleur aussi petit à petit. Donc tout ça, c'est agencé d'une manière peut-être un peu moins cadrée scientifiquement, mais plus libre jusqu'à donner un ensemble qui permet après de maîtriser le sujet, de faire chez soi l'élevage des fourmis dans de bonnes conditions pour pouvoir les observer, vraiment voir tout le cycle de vie facilement et avec succès. Hmm. Est-ce qu'il y a un livre de référence qui existe en France ou à l'étranger, ou un livre anglais? Il y a à différentes époques, il y a eu quelques spécialistes. Il y a eu Rémi Chauvin en France, il y a eu Berthold Dobler qui a fait des choses intéressantes. Donc on peut trouver, oui, quand même des sujets d'études dans des ouvrages assez complets, parfois assez pointus sur différentes recherches. Bon, certains qui sont plus vraiment d'actualité ou qui ont des méthodes un peu d'un autre temps,
c'est quand même relativement riche, en tout cas suffisant pour plonger dedans. La Bible pour l'apiculture, c'est le Rustica, le traité Rustica de l'apiculture, qui a été écrit par des scientifiques qui nous parlent vraiment de toute la vie de l'abeille. Et c'est vrai qu'il y a des domaines qui sont encore un peu, comment dire, peu connus, assez peu connus. J'ai un ami qui fait lui de la myciculture, donc tout ce qui est champignons. Et lui Ouais. aussi, il a dû acheter beaucoup d'ouvrages à l'étranger parce que la myciculture est assez peu connue, pas structurée en France. Pour nous, l'apiculture, on a des syndicats avec justement on a des formations dans des départements et des régions. Et donc du coup, tu as cette structuration-là. Et est-ce que toi aussi, il y a des associations de passionnés pour la fourmiculture? Comment c'est structuré ou est-ce que c'est vraiment pour l'instant que des passionnés qui se retrouvent, mais simplement sans que ça soit structuré? Ouais, il n'y a pas vraiment cette structure-là, il y a pas les mêmes enjeux qu'avec les abeilles, donc c'est plus au départ des passionnés qui se retrouvent sur des forums, qui échangent des idées. Ça, c'était vraiment le tout début, il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans. Ça a commencé comme ça. C'était pas très développé en France à cette époque, donc ça a commencé quasiment de zéro en fait. C'était un peu plus développé aux États-Unis depuis longtemps, en Allemagne, dans quelques autres pays. Donc ça a gardé plus ou moins ce mode de fonctionnement. C'est juste que ça s'est développé un peu plus avec Internet, avec des vidéos, avec certains sites Internet qui se sont ouverts, quelques animaleries, mais pas vraiment en France. Donc c'est resté relativement confidentiel, mais avec le développement d'Internet, ça a quand même touché pas mal de monde finalement. Donc quand j'en parle au hasard à des gens qui n'ont pas de raison d'en avoir entendu parler, finalement, assez souvent, ils disent tiens, oui, je l'ai vu sur Internet, ou j'ai essayé quand j'étais jeune, ou je Hmm. connais quelqu'un qui en a acheté sur Internet, qui a acheté une fourmilière. Hmm. Ça a pris bien de l'ampleur grâce à ça, ouais. Hmm. Ok. Moi, j'ai un souvenir d'enfant. J'ai vécu une partie de ma jeunesse à Paris, Palais des Sciences. Il y avait un tunnel et en fait, tu étais entouré justement par des fourmis. C'était tout en vert et tu voyais justement comment ça se passait. Pour moi, enfin, enfant, c'était des mètres et des mètres de longueur. En fait, je pense que ça doit faire 2 3 mètres. Mais et là, tu voyais, t'observais justement le monde de la fourmilière et je trouve ça encore plus passionnant. C'est parce que là, en apiculture, tu peux pas trop voir en fait ce qui se passe dans la ruche, sauf si tu as une ruche avec des parois vitrées. Alors que pour une fourmilière, tu peux justement avoir ces agencements-là et, euh, et justement bah, pouvoir voir tout ce qui se passe. Tu vois une sorte de cimetière, un garde-manger, enfin là justement tu pourras m'en parler, mais c'est là où moi là, les fourmis, je fais wow, fascinant, c'est beaucoup plus structuré que ce que je pensais. Exact, ouais. Ouais, les musées ont fait un travail intéressant. Ça fait partie de ces éléments-là que les gens peuvent piocher pour développer leur intérêt, leur curiosité sur les fourmis. Et après, ils se rendent compte que finalement, oui, on peut les élever chez soi, on peut les observer, on peut avoir un milieu vitré sans que ça leur pose trop de soucis. Si on choisit bien l'espèce, si on choisit bien le matériel, c'est relativement simple. Donc c'est là où on se rend compte que ça peut être vraiment super intéressant pour soi, pour la pédagogie, pour plein de raisons, de faire la fourmiculture entre guillemets. C'est un terme que j'ai inventé mais qui colle plutôt bien. Ah, c'est toi qui as inventé le terme fourmiculture, d'accord. Ok. Et alors, si on prend les espèces en général dans le monde, bon, moi j'avais écrit un article sur les fourmis dans la ruche, parce que il s'avère que la ruche peut avoir certains endroits propices au développement d'une fourmilière, et donc il y en a quand même enfin, énormément, mais si on prend les espèces en général, et après on va plus cibler sur la France. Ouais, il y a des espèces extrêmement variées dans le monde. Il y en a à peu près 12 500 aux dernières nouvelles. Ok, d'accord. Certaines qui sont quasiment impossibles à différencier sans un microscope parce que l'une elle a quatre poils sur le thorax, l'autre elle en a trois. Hmm. Mais il y en a d'autres qui n'ont absolument rien à voir dans leur morphologie et leur comportement. Donc il y a une diversité qui est vraiment très importante. Je suppose beaucoup plus importante que chez les abeilles, à moins que je me trompe, mais Oui, je c'est confirme. ouais, totalement différent. Il y en a qui vont élever des champignons, enfin qui vont cultiver des champignons, qui font de l'agriculture, hein. Donc la myciculture, elles le font, mais depuis des millions d'années. D'autres qui vont faire de l'élevage de pucerons, d'autres qui vont chasser, d'autres qui vont s'orienter avec le soleil et reconnaître leur environnement, d'autres qui vont laisser des pistes de phéromones. Il y a une diversité incroyable. Ouais, attends, tu as parlé quand même d'élevage de champignons et d'élevage de pucerons, des fourmis qui font l'élevage et la culture, hein.
Ouais, ouais. Impressionnant. Ouais, on n'a pas inventé grand-chose, effectivement. Donc ça, c'est, oui, par exemple, ces fourmis coupeuses de feuilles, c'est une des espèces les plus fascinantes qui est au monde, je pense, parce que elles ont trouvé un moyen d'utiliser la ressource la plus abondante de la forêt tropicale, c'est-à-dire les feuilles, la végétation, mais elles sont pas capables de la digérer. Mm. Donc elles utilisent un mycélium qui va pousser sur le substrat qu'elles fournissent à ce mycélium, Mm. donc des feuilles, Mm. et ensuite ce mycélium va produire des sortes de petits fruits, des excroissances sucrées, et elles vont se nourrir de ça. Mm. Donc indirectement, elles mangent la ressource la plus abondante de la forêt. Mm. Ça leur permet d'atteindre des populations énormes et de prospérer en Amérique du Sud. Ouais. Ça te dirait pas un moment, tu sais, enfin, pour apiculture, moi, c'est un de mes objectifs, c'est d'aller voir en fait des apiculteurs dans le monde entier. Il y en a au Maroc, en Algérie, parce qu'ils sont francophones et parfois ils m'écrivent via le blog, mais d'aller voir un peu, pour moi, donc les différents apiculteurs dans le monde entier. Et toi, est-ce que tu aimerais un moment voyager et découvrir les espèces des fourmis du monde entier et vraiment faire des reportages dessus? Waouh. Et avec des personnes, des chercheurs, enfin des locaux, essayer de voir comment vous vivez justement avec cette espèce de fourmi, comment est-ce que c'est considéré? Est-ce que c'est une partie qui te plairait? Ouais, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant ouais, dans des lieux très spécifiques, type Amérique du Sud, Afrique, Australie, où il y a vraiment des espèces incroyables. Et j'ai un collègue qui fait ça justement pour les fourmis coupeuses de feuilles en Amérique du Sud. Il est entre les deux continents et puis il est à la fois en contact avec les agriculteurs, par exemple, avec toutes les personnes locales qui sont en contact avec les fourmis. Mm. Et il fait en sorte de pouvoir collecter ces fourmis-là avant qu'elles deviennent trop une menace pour les cultures et les ramener en Europe Mm. où les zoos et les passionnés peuvent les adopter, les élever chez eux et voir cette symbiose-là. Mais aller sur place directement, ouais, c'est vraiment enrichissant. On a dit il y a 12 500 espèces de fourmis dans le monde, il y en a 250 en France à peu près. 250, Sur d'accord. un seul arbre en Amérique du Sud, il peut y avoir des dizaines d'espèces. Il peut potentiellement y avoir autant d'espèces de fourmis dans un arbre guyanais que dans toute la campagne dromoise. Ouais. Waouh. Alors quand même, donc il y a 250 espèces en France, d'accord? Et en termes, là on va rentrer plus spécifiquement dans le détail, en termes d'organisation, est-ce qu'on est toujours, enfin est-ce qu'on est sur les, il y a trois castes présentes dans une fourmilière? Il va y avoir donc la reine, les ouvrières qui sont toutes des femelles Mm. et des mâles. Mm. Parmi les ouvrières qui sont des femelles, elles peuvent être avec des différences morphologiques et des différences de tâches à effectuer, mais ça va dépendre des espèces. Il y a des espèces, la majorité des espèces, où toutes les ouvrières sont identiques d'un point de vue morphologique, D'accord, et elles vont avoir des différences de tâches qui sont triées plutôt en fonction de leur âge. Donc les d'accord. plus jeunes ouvrières vont plutôt s'occuper des larves, et les plus âgées vont sortir, explorer et prendre des risques. Je crois que c'est Mm. pareil au niveau des abeilles. Mm. Euh, et après, il y a certaines espèces qui ont vraiment des castes très spécifiques, comme des petites ouvrières qu'on dit minors, et des soldats, qui sont Mm. toujours des femelles, on devrait Mm. plutôt dire des soldats, qui ont une tête beaucoup plus grosse, qui sont vraiment faites pour défendre la colonie ou stocker de la nourriture quand il n'y a pas de menace. Mm. Puis après, entre les deux, il peut y avoir une classification de taille plus ou moins grosse. Donc on a les fourmis charpentières, les fourmis moissonneuses qui ont des gammes de taille de la plus petite à la plus grosse Mm. et qui se spécifient un petit peu plus dans les tâches. Mm. Euh, Après, il peut y avoir aussi plusieurs reines selon les espèces, et il peut y avoir des espèces plus primitives, où parfois les ouvrières peuvent devenir des reines, et il peut y avoir des reines dominantes, c'est assez particulier. Des reines dominantes. Tu peux avoir plusieurs reines dans une Ouais, fourmilière? Ah ouais, selon l'espèce, ouais. selon Euh, l'espèce, d'accord. c'est vraiment très variable. Dans les fourmis rousses des bois, par exemple, il y a deux espèces où justement on a du mal à les différencier sans un microscope. Mais d'un point de vue mode de vie, l'une va avoir une seule reine par colonie, l'autre peut en avoir des dizaines, des centaines, selon la taille de la colonie. Hmm, d'accord, ok. Et pour les mâles, est-ce que leur seul... Dans la ruche, ils font qu'une chose, les mâles, enfin à ce jour, on n'a pas encore tout découvert sur eux, mais c'est la fécondation de la reine. Est-ce que dans une fourmilière, même chose, pour l'instant ils n'ont qu'un rôle, c'est la fécondation des reines vierges? Oui, Est-ce qu'ils pareil, vont- enfin, ils naissent au printemps, ils s'envolent pendant l'essaimage pour Oui. trouver une reine, s'accoupler, ensuite ils se retrouvent tout seuls dans la nature, ils décèdent, et la reine part fonder sa colonie. Donc ouais. Essaimage, on parle d'essaimage aussi. On parle d'essaimage parce qu'elles s'envolent, effectivement, donc les reines au départ ont des ailes, les mâles aussi, Oui.
Et c'est un moyen de disséminer les gènes au printemps ou en tout cas entre le printemps et l'automne selon l'espèce quand la saison est orageuse. On n'a pas un essaim de reines et d'ouvrières qui part en général. Hmm. On a juste les futures reines et les mâles qui s'envolent pour l'accouplement. Ouais, d'accord. Ah, fascinant. Ok. Petite Voilà. anecdote à te raconter. J'étais au shoot, on était en train de cuisiner. Donc avec un feu de bois, on faisait chauffer une casserole d'eau. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de fourmis qui tombent dans l'eau chaude. En fait, elles sont passées juste au-dessus Ouais. de la vapeur, paf, elles sont tombées dedans. On commence à regarder, on fait, mais en fait, c'est des fourmis. On dit, mais non, c'est des fourmis avec des ailes. On comprenait pas en fait ce qui se passait. Et c'est là où ça nous avait beaucoup étonné. C'était pendant l'été. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir que oui, il pouvait y avoir des mâles avec des ailes et aussi des reines avec des ailes. Donc on parle aussi d'essaimage. Et il y a des fonctionnements qui sont très très proches. Et tu as parlé aussi de phéromones. Des phéromones, donc quel est le rôle un peu des phéromones au sein des fourmis? Ça va être leur sens principal. Ça peut être pour la communication, pour l'orientation, pour donner l'alerte. Hmm, Donc généralement, elles ont une glande qui dépose des phéromones au sol, au niveau de l'abdomen. Ça d'accord. leur permet de faire une trace, par exemple, pour s'orienter et revenir au nid. Hmm, Si elles trouvent de la nourriture, elles vont laisser un autre type de trace qui va indiquer aux autres quel est le type de nourriture qu'elles ont trouvé et une hmm. estimation de la distance. Ah, génial. Les autres vont sentir ça, elles vont trouver ça super intéressant, elles vont y aller et déposer une autre trace plus forte que la première, enfin qui va s'additionner à la première. D'accord. Donc ça va en attirer d'autres et ainsi de suite. Et par un principe tout bête, c'est mathématique, ça s'additionne. Hmm, Plus il y a de fourmis, plus il y a de nourriture, plus ça en attire, plus ça laisse des phéromones. hmm, Jusqu'à ce que la nourriture s'épuise, elles vont commencer à s'éparpiller, à mettre moins de phéromones et ça va hmm. se. Fascinant. Après, il y a aussi pour la communication, évidemment. Donc elles s'échangent beaucoup d'informations par les antennes qui Hmm, émettent et reçoivent des phéromones. Et elles ont aussi des phéromones passeports qui permettent de les identifier d'une colonie à l'autre, qui viennent, paraît-il, de la reine. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant ça. Si elles ont plusieurs reines, je ne sais pas comment ouais. ça se passe. Ça doit faire un mélange, une identité générale de la colonie entre toutes les reines qui s'imprègnent sur les ouvrières. Hmm, Et si elles croisent une ouvrière d'une autre reine, elles savent que c'est pas la même colonie ouais. et elles peuvent éventuellement engager le combat. Et est-ce que c'est la reine qui régule l'activité de la colonie en disant, bah là, c'est le moment d'aller chercher la nourriture? Est-ce que c'est la communication donc avant tout part d'elle ou c'est les ouvrières qui prennent le pas quand même? À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de décision prise par la reine, retransmise par des phéromones qui vont dire à la colonie d'effectuer telle ou telle action. C'est peut-être plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que si les ouvrières trouvent beaucoup de nourriture, la reine aura l'information qu'il y a une abondance de nourriture, Hmm, donc elle va pondre plus. hmm, Elle peut aussi décider de quelle descendance elle aura, si ça sera des femelles ou des mâles, ouais. et elle peut avoir des phéromones et des sortes d'inhibiteurs de croissance qui empêchent les larves de devenir des soldats ou des femelles. Et si subitement la colonie se porte très bien, qu'il y a beaucoup de nourriture, elle peut permettre aux larves de se développer plus pour devenir des futures princesses ou des soldats qui nécessitent beaucoup de nourriture. D'accord, Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne à ma connaissance. d'accord. Et est-ce qu'elle se déplace, la reine? Oui, par exemple chez les termites, elle est tellement distendue et elle a tendance à rester toujours au même endroit. Hmm, La reine fourmi peut beaucoup se déplacer, effectivement. Ça arrive exceptionnellement, selon les espèces, qu'elle revienne à la surface, elle prend le soleil et elle rentre après dans la fourmilière. Donc d'accord. parfois au printemps, on voit ça, ouais, des nappes de fourmis avec la reine, et puis Hmm, en cas de menace ou quand elles ont suffisamment chaud, elles redescendent sous terre. hmm, Donc elle peut changer de chambre, parfois toute la colonie déménage aussi, ça arrive, si les conditions sont meilleures ailleurs ou s'il y a un problème. d'accord. Et maintenant, si on se centre un peu sur ton activité, toi, qu'est-ce que tu proposes? Par exemple, j'aimerais bien commencer, je te contacte, Yvan, bonjour, j'aimerais bien commencer la fourmiculture. Euh, quel est le type de matériel dont j'ai besoin et par quoi est-ce que je commence? Est-ce que le mieux c'est de commencer par une formation pour avoir les B à bas ou simplement avec le bon matériel, je peux m'y prendre tout seul? On peut se débrouiller assez rapidement et assez facilement, à condition de choisir une espèce qui a des besoins simples en élevage. Donc par exemple les fourmis moissonneuses, Messer barbarus, c'est très bien. Je Mhm. me suis spécialisé dedans parce que c'est vraiment sympa à observer. Elles ont justement ces différences de taille, elles sont assez grosses, elles sont faciles à nourrir. Donc pour débuter, c'est parfait, c'est un bon point de départ.
Et après, avec un matériel qui leur convient bien, une fourmilière artificielle qui est bien adaptée, avec des consignes assez simples, on arrive à se débrouiller. En gros, il leur faut de l'humidité, de la nourriture et de la chaleur. Ok. Donc la fourmilière artificielle doit être bien conçue pour gérer cette humidité. Mm. C'est là où on peut avoir des problèmes si on s'y prend mal. Par exemple, si elles manquent d'humidité, elles vont pas survivre très longtemps. S'il y a trop d'humidité, ça peut moisir, les graines ne pourront pas être stockées correctement. Donc ça doit être bien pensé dès la conception. Mm. Il faut un petit système de chauffage aussi pour qu'elles se développent bien. Elles sont très sensibles à la température. Donc une différence d'un degré va se sentir vraiment assez franchement sur la croissance des larves. Et pour la nourriture, si on prend des messors, elles vont se débrouiller très facilement avec un stock de graines. Elles font par exemple des stocks en hiver jusqu'au printemps. Donc nous, en élevage, on peut leur donner une cuillerée à café de graines et elles se débrouillent pendant plusieurs semaines. Oh, ok. Donc elles vivent quasiment en autonomie. Donc ça peut être vraiment simple à gérer. Mm. Si tout est inclus, bien pensé avec les quelques bons conseils qu'il faut. Mm. Donc c'est sur ça que j'ai beaucoup travaillé euh, pour les particuliers, les passionnés, pour les écoles aussi. Donc je fais des coffrets complets, des kits débutants et des kits pédagogiques Mm. où on a la fourmilière artificielle qui convient bien pour les messors, au niveau de la gestion d'humidité, au niveau de l'espace. Pas trop grande pour débuter, ça des fois c'est l'erreur qu'on fait de vouloir leur donner trop de place. Ça sert à rien, donc elle fait la taille de la main, elle fait 16 cm de diamètre à peu près. D'accord. Ça suffit déjà très bien pour 1 ou 2 ans de développement. On a tout ce qu'il faut dans le coffret, de quoi les chauffer, de quoi surveiller la température, la nourriture pour plusieurs mois, un guide d'élevage d'une douzaine de pages. Mm. Et puis, dans le cadre d'un coffret pédagogique, il y a aussi un guide pédagogique qui a été fait avec la fondation La Main à la Pâte, enfin en tout cas quelqu'un qui travaillait là-bas. Donc on a des bonnes pistes pour faire des observations intéressantes en classe. Il y a une loupe aussi, donc il y a vraiment tout le nécessaire pour bien démarrer avec une colonie de messors que je mets en élevage depuis plusieurs mois, parfois jusqu'à 2 ans avant de la vendre. Donc ça Mm. permet de vraiment bien la lancer, d'avoir un bon nombre d'ouvrières et qu'elle soit active. Mm. On peut aussi commencer avec une reine seule, et c'est beaucoup plus long et un petit peu plus délicat. D'accord. Ouais, ok. Une ouvrière, mais combien de temps pour naître? Donc, il y a les œufs. Donc, la reine pond. Quels sont les différents stades? Donc, est-ce qu'il y a œuf, larve, nymphe et adulte? Comment ça se passe Ouais, et c'est après, ça. ensuite, combien de temps elle met pour naître et combien de temps elle vit environ, l'ouvrière? Pour ce cycle-là, depuis la ponte jusqu'à l'adulte, il faut à peu près 30 jours. Ça va dépendre des espèces et de la température. Hmm. On va compter 28 à 30 jours pour les espèces qui se développent rapidement et aux alentours de 27-28 degrés. Hmm. À 19 degrés, ça va mettre des mois, par exemple. Donc, d'où Hmm. l'intérêt de trouver des bonnes conditions de température, d'utiliser le tapis chauffant qu'il y a dans les kits ou de les mettre à un endroit assez chaud. Et après, pour la durée de vie, ça va dépendre aussi des espèces. Si on parle des messors, c'est de l'ordre de 1 ou 2 ans à peu près pour les ouvrières. D'autres vont avoir un cycle plus court, elles vont vivre que quelques mois, donc la reine doit pondre en permanence pour renouveler les ouvrières, tandis que ça peut aller jusqu'à 2, 3 ans maximum à peu près pour les ouvrières. Et pour la reine, par contre, ça peut être beaucoup plus, ça peut être une quinzaine d'années, 20 ans, voire 30 ans pour la reine. Ah, ok. 15 ans par. Wow. Ok. C'est impressionnant. Ouais, ouais, au niveau du cycle, du coup, donc effectivement, on a les œufs qui éclosent en petites larves, qui sont nourries par des sécrétions salivaires par les ouvrières. Ensuite, elles vont muer, grossir, éventuellement être nourries avec des aliments un peu plus solides. Et ensuite, elles vont muer en nymphes, donc comme chez les abeilles. Alors, il y a aussi le fait qu'elles soient protégées ou non, donc pas dans des alvéoles, mais dans des cocons qu'elles vont Hmm. tisser. Hmm. Ça dépend de la sous-famille. Par exemple, la sous-famille qui comporte les fourmis rousses, les fourmis noires des jardins, l'Asius, Formica, Camponotus, etc., la fourmi charpentière. Tout ça, elles tissent des cocons. Les messors, c'est une autre sous-famille qui ne tissent pas de cocon, donc les nymphes sont juste laissées telles quelles, blanches, nues, dans la fourmilière. Hmm. Et quelques jours avant de naître, entre guillemets, même si je ne sais pas trop ce qu'on peut appeler la naissance chez une fourmi, est-ce que c'est la ponte, est-ce que c'est le moment où elle bouge, est-ce que je ne sais Ouais. pas. Mais normalement, on dit que bon, c'est quand elle commence à bouger, donc à partir de là, elle commence à devenir plus foncée, son exosquelette durcit, ses organes sont formés, elle commence à prendre vie. Et en quelques jours, donc elle va être plus claire et devenir de plus en plus foncée. Et son exosquelette va durcir et devenir noir selon l'espèce. D'accord. Actuellement, enfin, dans l'évolution justement des populations et des espèces de fourmis, est-ce que, si on prend les dernières années, parce qu'il y a eu pas mal de changements,
est-ce que les fourmis sont plutôt, enfin, arrivent à bien se maintenir, notamment les espèces, ou est-ce qu'il y a des, enfin, comment ça évolue depuis les dernières années, en positif ou négatif? En termes de biodiversité, de menaces, Oui, en parlant de fourmis des bois, elles sont protégées en Suisse, pas dans d'autres pays à ma connaissance, en tout cas pas en France. Il y a effectivement quelques menaces sur des populations de fourmis des bois parce qu'il y a l'exploitation des forêts qui peut leur poser des soucis. Il y a aussi beaucoup d'espèces qui se portent plutôt bien en ville, qui apprécient par exemple de se tenir au chaud sous des dalles de pierre ou au bord des trottoirs. Globalement, je n'ai pas connaissance d'études précises sur l'évolution des populations de fourmis. Je pense que, en tout cas, elle rentre dans le cadre de la diminution de la biodiversité des insectes, hein, qui souffrent beaucoup. On a beaucoup d'insectes en moins. Je crois que c'est plutôt les insectes volants. Mais bon, entre effectivement le changement des territoires, l'industrialisation, les pesticides et tout ça, je pense qu'il y a un impact important. En tout cas, si on regarde les chiffres des insectes en général, il y a une forte baisse. Donc je pense qu'elles sont concernées, hmm. mais il n'y a pas d'alerte particulière connue sur les fourmis, peut-être juste par manque d'études, hein, c'est possible. Oui, Euh, c'est mais difficile. en tout cas, elles ont montré une grosse capacité d'adaptation. Les fourmis représentent la plus grosse biomasse au monde Hmm. euh, en termes de vivants. Donc elles s'adaptent plutôt bien et il n'y a pas d'espèces menacées ou protégées en France. Hmm, d'accord. Il n'y a pas, en fait, avec les échanges internationaux qu'on arrive à connaître, des, des prédateurs ou des maladies qui sont arrivées en France ou qui ont été exportées de France et qui peuvent nuire aux populations de fourmis? Ouais. Oui, par contre, c'est vrai qu'il y a des arrivages d'espèces invasives en Oui. fourmis. Donc le plus gros prédateur de la fourmi, c'est une autre fourmi qui sera plus dangereuse que la précédente. Donc notamment des espèces qui ont énormément de reines, qui s'adaptent très vite, qui ont une croissance très rapide, qui sont très agressives, qui ne s'attaquent pas entre elles. Donc elles forment des super colonies Hmm. qui avancent autour de la Méditerranée et qui ont beaucoup d'effets sur la biodiversité, pas que des fourmis, mais si elles rencontrent effectivement une colonie d'une autre espèce, elles vont assez rapidement avoir des facilités à la ravager. Hmm. Donc ça, c'est vrai que c'est une menace importante dans les zones où il y a ces espèces invasives, comme la fourmi d'Argentine, Hmm. qui, euh, qui a été importée, je crois, dans des pots de fleurs. Alors assez régulièrement, il y a des espèces diverses qui arrivent, ouais, malgré les contrôles hein, qui sont beaucoup améliorés. On peut trouver juste une reine ou une minuscule colonie dans un recoin de pots de fleurs, de fruits, de légumes, de containers, etc. Et puis, si elle est relâchée dans un environnement où elle s'adapte, elle peut ensuite éventuellement prospérer. Donc ça doit arriver tous les jours avec des espèces sans aucun danger, Hmm. mais une fois sur peut-être je ne sais pas combien de milliers ou de millions, on tombe malheureusement sur une espèce invasive et après ça fait beaucoup de dégâts. On a connu ça avec le frelon en 2004. Ouais, un peu la même histoire, ouais. Bon, il y en a qui ont de la chance, on est assez nombreux à être passionnés par exemple par certaines espèces tropicales comme les fourmis tisserandes qui tissent des feuilles entre elles dans les arbres en Asie, en Afrique, en Australie selon les souches. Hmm. Donc elles sont super intéressantes à observer, un peu fragiles et délicates à faire venir chez nous. Et une fois, il y a un passionné qui s'est acheté un régime de bananes et il a trouvé une reine fourmi tisserande dedans qui était arrivée accidentellement. Elle vivait tout simplement dans un bananier et puis quand ils ont collecté les bananes, elle a fini dans le container et elle est arrivée vivante sur l'étalage et chez le client. Donc il a eu de la chance, tant mieux pour lui. Mais voilà, parfois c'est des espèces invasives. Ouais. Et est-ce que parfois vous faites des petits échanges en disant, ouais, un peu comme les Pokémon, attends, je t'échange telle reine contre telle autre, est-ce que ça peut arriver? Ouais, ça peut se faire. Puis il y a des gens qui ramassent un peu trop de rennes l'été, qui vont en donner à ceux qui veulent débuter. Donc oui, ça arrive. Ah oui, ramasser des rennes. C'est-à-dire que si moi je veux démarrer de zéro et je dis bah, je vais pas acheter de matériel, comment est-ce que bah, je peux ramasser dans la nature directement? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. En fait, on commence toujours à peu près de la même manière. C'est-à-dire que quand il y a cet essaimage, les reines et les mâles qui s'envolent pour l'accouplement, après l'accouplement, les femelles s'enlèvent les ailes. Elles ont été fécondées, elles n'ont plus besoin de voler. Elles s'enlèvent les ailes et elles vont courir au sol. On peut les trouver au bord des chemins, sur les trottoirs, les parkings où elles ne Ah peuvent pas ouais. encore creuser. Elles courent un peu partout et elles cherchent un endroit où elles peuvent creuser et fonder leur colonie pour pondre toutes seules. Hmm. Donc c'est là où on peut avoir la chance d'arriver.
pour récupérer la reine de façon à ce qu'elle fonde sa colonie, non pas sous terre, mais par exemple dans un tube à essai avec de l'eau et du coton. Hmm. Donc en général, c'est comme ça qu'on commence. La différence, ça va être que si on veut commencer soi-même de cette manière-là, on ne sait pas forcément sur laquelle des 250 espèces françaises on va tomber. Ouais. Donc après, il y en a certaines qui vont pas fonder comme les autres, même si la majorité y arrive de façon indépendante. Certaines, ça va être après une période d'hivernage, donc elles vont pondre seulement au printemps. Certaines vont pondre tout de suite. Certaines vont avoir besoin de nourriture, d'autres vont vivre en autonomie sur leurs réserves. Donc c'est un petit peu difficile. Si on n'arrive pas à l'identifier, on peut avoir des problèmes. Et après, quand on a les ouvrières, c'est super, mais il faut aussi savoir comment bien s'en occuper. Donc c'est vrai que l'identification, c'est un point important Hmm. pour après savoir quoi faire. Hmm. Donc oui, c'est pour ça que j'ai mes spécialités sur certaines espèces faciles à élever. Et après, on sait quels sont les soins et elles sont après vendues avec un certain nombre d'ouvrières et tout le nécessaire pour réussir. Mais sinon, oui, tout le monde a commencé comme ça en attrapant une reine dans la nature. Ouais. Hmm. Ok. Et les fourmiculteurs types que tu connais, et notamment ceux qui t'achètent des kits d'élevage, c'est quel type? Parce que c'est plutôt homme, femme, quel âge? Plutôt des citadins? Plutôt homme, relativement jeune. Je dirais oui, plutôt citadin. Et, euh, Et après, sinon, ça va être une population assez importante autour de la pédagogie, donc les écoles, les enfants, et qui après en ramènent chez eux, qui commencent à être passionnés, etc. Il peut y avoir un lien aussi avec la terrariophilie. Donc, quand on a un peu d'expérience avec souvent des insectes ou des reptiles ou des bestioles un peu hors normes et compliquées à élever, les fourmis, ça peut apparaître relativement simple Hmm. et assez gratifiant. Et parfois, on peut aller directement d'un reptile complexe à une espèce complexe de fourmi, par exemple, si on a déjà fait des terrariums, des choses comme ça peut être pas mal. Hmm. Donc il y a quelques liens comme ça. Et puis je vais aussi essayer de faire un pont, effectivement, entre tous ceux qui s'intéressent aux animaux de compagnie et aux nouveaux animaux de compagnie, reptiles et autres, pour les amener un peu plus à découvrir les fourmis en animalerie. Donc je pense que d'ici l'année prochaine, c'est possible que mes produits soient placés dans certaines animaleries et puis on verra le, Génial. le retour. Génial. Ah oui, à Botanique par exemple, ou d'autres magasins? Euh, Là actuellement, j'ai signé avec Leclerc. D'accord. Alors pas tous les Leclerc de France, pour l'instant c'est un peu un test. Oui. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est le Leclerc de Saint-Pard-au-Tertre, qui est à côté de Troyes. Donc si jamais ceux qui nous écoutent habitent à proximité, d'ici l'année prochaine, sauf difficultés exceptionnelles et des difficultés exceptionnelles, il y en a toujours quand on innove, mais on va y arriver. Il y aura là-bas, a priori, la plus grosse fourmilière de France, hors musée, qui servira à faire découvrir le monde des fourmis. Donc une fourmilière vitrée verticale géante Hmm. qu'on pourra observer là-bas, dans l'animalerie du Leclerc. Et qui servira de point d'entrée aussi pour voir les coffrets, découvrir des petites colonies, voir comment on peut les élever. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu ludique, où on aura des infos sur les fourmis, quelque chose d'un peu interactif. Donc on va faire presque comme un mini musée autour des fourmis Hmm. dans cet espace animalerie. Ça, c'est le projet qui est en cours de développement cette année. Hmm. Et toi, tu arrives à vivre, enfin, c'est ton activité principale, la fourmiculture. Ouais, ça a été mon unique activité jusqu'à assez récemment. Oui. Donc ouais, depuis mes 16 ans, j'ai fait quasiment que ça. À 18-20 ans, ça a commencé à prendre une certaine ampleur, donc à bien, bien m'occuper. Après, j'ai toujours eu des projets parallèles, des intérêts nombreux et variés. Euh, et puis, j'ai quand même mis un pied aussi dans l'immobilier il y a quelques années, que j'ai renforcé récemment. Donc, quand Immobilier, c'est achat-vente de biens, immobilier? plutôt prestations de services, investissement, création d'entreprises dans l'immobilier. Hmm. Donc là, actuellement, c'est un peu en ébullition de ce côté-là. Et quand j'arrive à gagner du temps sur fourmiculture grâce à l'optimisation de différents processus, je le réinvestis à côté pour développer des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et j'essaye d'avoir, en tout cas actuellement, ces deux pieds, un dans l'animalerie fourmi Hmm. et un dans l'immobilier. Hmm. D'accord. Ok, très clair. Mais ça reste mon activité principale en termes de temps.
En termes de revenus, à peu près aussi, même si forcément j'ai beaucoup plus de frais qu'avant. Avant, je faisais tout moi-même, la fabrication des fourmilières. Je travaillais depuis l'atelier de chez moi, j'avais pas de local professionnel. Euh, donc c'était une activité qui tournait bien, mais qui demandait beaucoup de réactivité, d'être tout le temps présent. C'était quand même assez prenant. Là, je me suis professionnalisé de différentes manières, donc au niveau de la logistique, par exemple. Donc ça me libère un peu de temps et de tranquillité. Hmm. T'as des salariés? Pas de salariés, mais des sous-traitants, des fournisseurs, des partenaires. Hmm. Ok. Donc au niveau de la logistique, par exemple. Hmm. Ok. Certains vont gérer la logistique en interne. Moi, j'ai pas voulu avoir un local spécifique pour ça. Je le faisais de chez moi avant. Hmm. Et là, j'ai signé avec une entreprise de logistique. Donc ça me donne des outils pour gérer en amont les produits, l'étiquetage, comment les informatiser, comment les gérer de façon vraiment très professionnelle. Et puis ensuite, tout est mutualisé entre plein d'entreprises e-commerce de façon à avoir une entreprise qui gère tout ça pour nous et l'expédition de façon très rapide, à condition que ça soit en stock, bien sûr. Ouais. Euh, donc ouais, d'une petite passion qui est partie de rien dans un coin d'atelier. Bah aujourd'hui, j'utilise les mêmes outils que la Fnac pour la gestion logistique, par exemple. Impressionnant. Impressionnant. Ok. Et, sur une échelle de grandeur par rapport à ton site, est-ce que enfin, en termes de nombre de personnes qui vont sur ton site, déjà comment ils arrivent à te connaître? Ils tapent fourmi et ils arrivent à te trouver enfin, quel est leur parcours en fait? Oui, c'est par du référencement naturel. Je fais pas de pub, pas de marketing. Je dépense zéro pour me faire connaître. Hmm. Donc c'est le temps, la réputation, le référencement naturel. Euh, ça m'a toujours suffi comme ça, parce qu'il y a énormément de temps et d'efforts qui sont dédiés à développer le matériel. C'est des choses qui restent toujours assez nouvelles. Il faut toujours inventer quelque chose, corriger, trouver des solutions pour fabriquer, etc. Hmm. Donc le fait d'avoir des produits avancés m'amène des clients. Et ça s'équilibre à peu près tout seul. C'est-à-dire que si je mettais de l'argent dans du marketing, j'aurais peut-être du mal à suivre sur la production. Hmm. Le jour où je produirais plus, automatiquement, j'aurais plus de clients parce que là, je suis restreint par la capacité de production. Donc ça s'équilibre comme ça, assez naturellement. Hmm. D'accord. D'accord. Et tu t'écris pas d'articles ton site et enfin j'ai cherché une partie blog sur ton site et ou vidéo, ça- c'est pas une partie que tu développée pour l'instant? Article ou blog? Non, la vidéo peut être une partie intéressante, qui est, je pense, quand même sous-exploitée, mais bon, c'est aussi par manque de temps. Il y a une petite partie blog dans un recoin du site. J'ai pas trouvé. Euh, mais qui me sert plus à donner des informations à des clients. Par exemple, ils me disent quand est-ce que ma commande va partir, je leur envoie l'article que j'ai rédigé qui leur explique quelle est la procédure logistique. Ou ils D'accord. me disent pourquoi mes fourmis meurent. Bah, au lieu de tout leur expliquer, je leur envoie l'article où j'ai déjà expliqué la même chose qui est valable pour quasiment tous les clients. Et après, si ça répond pas à leurs questions, ils peuvent m'appeler, me renvoyer un message. Il y a le logo de chat sur le site, Hmm. donc je reste disponible. Mais en même temps, ouais, j'essaye d'utiliser les articles pour ça et de plus en plus aussi l'intelligence artificielle que je pense que je vais mettre en place dans les mois qui viennent sur le site. Hmm. D'accord. Très bien. Très bien. Si on reprend un peu la partie fourmiculture, et notamment fourmis, les abeilles, on pense pollinisation. Fourmis, pour toi, si on parallélise, bon, c'est un peu une vision utilitariste, mais ce serait quoi l'utilité des fourmis? Non pas forcément pour nous hommes, mais dans la nature, dans cet écosystème complexe euh, qu'est euh, qu'est le naturel, à quoi, où viennent les fourmis, enfin, où viennent les fourmis et qu'est-ce qu'elles arrivent à apporter? Elles vont apporter pas mal de choses selon les espèces. Si on reprend l'exemple des messors qui se nourrissent de graines, elles vont donc disséminer les graines. Donc elles favorisent la biodiversité en récupérant des graines de manière assez éloignée. Elles vont en perdre quelques-unes, elles vont les enterrer, elles vont en perdre sur le chemin. Donc elles vont faciliter la dissémination des graines et la croissance des plantes. Elles ont été réintroduites dans des zones qui ont été inondées pour faciliter la biodiversité et aider la végétation à reprendre après. Hmm.
Elles sont extrêmement nombreuses et elles creusent des tunnels sur des dizaines de centimètres ou même plusieurs mètres. Donc elles aèrent beaucoup les sols, peut-être plus que les vers de terre. Hmm. En même temps, elles sont largement plus importantes qu'eux en termes de biomasse. Donc ouais, elles aèrent beaucoup les sols. Euh, Elles vont, pour celles qui sont plus insectivores comme les fourmis des bois, elles vont récupérer tout ce qui est animaux morts, insectes morts, malades, etc. Donc elles ont un effet un rôle de nettoyeur dans les forêts. Les abeilles mortes devant la ruche. Typiquement, typiquement c'est le cas. Voilà, après ça va dépendre un petit peu des espèces, mais elles ont vraiment un effet ouais, de favoriser la biodiversité. Hmm. D'accord. Est-ce qu'il y a, outre les espèces invasives, est-ce qu'il y a des parasites que connaît la fourmi? Des parasites comme des sortes de tiques qui peut y avoir au sein des fourmis ou d'autres types de maladies? Oui, ça existe, ouais. Il y a effectivement des tiques qui s'accrochent en particulier aux fourmis. Oui. Donc c'est ça fait partie des acariens, donc il y a différents types d'acariens. Donc il y a ceux qui se fixent aux fourmis et qui peuvent les affaiblir quand ils sont trop nombreux. Il y a ceux qui vivent juste dans l'environnement, les acariens détritivores qui vivent dans les fourmilières un peu partout, qu'on a chez nous, etc. et qui vont profiter des résidus et de l'humidité dans les fourmilières pour se nourrir. Donc généralement tout ça s'équilibre à peu près bien. Parfois, et surtout les acariens tiques vont être trop nombreux et affaiblir les colonies. C'est un problème qu'on peut rencontrer un peu plus en élevage, parce qu'on est dans un milieu fermé, donc si les acariens prospèrent, ils vont pas se répandre dans l'environnement, ils peuvent affaiblir les colonies, se nourrir des œufs et perturber la croissance de la colonie. Hmm. Mais on a des moyens de lutte assez efficaces. Je me rappelle des tout débuts, c'était pas la même chose. Euh, Quand j'ai commencé sur ces forums, voilà, vraiment il fallait expérimenter à partir de rien. Et une des personnes principales sur ce forum, l'administrateur qui était extrêmement créatif, était quand même un peu à la limite sur certains trucs. Il avait utilisé, je crois qu'à l'époque ça se vendait encore, un insecticide à base de DDT. Oui. On en mettait un tampon d'un côté, donc un coton imbibé d'un côté de la fourmilière. Alors, les fourmis se barraient de l'autre côté parce qu'elles voulaient pas être intoxiquées, mais en gérant bien la durée et la dose d'exposition, normalement, elles meurent pas, mais les tiques étant un peu plus sensibles, elles tombent et meurent. D'accord. Donc, c'était un peu délicat. Au final, j'espère que personne n'a eu un cancer avec ce genre de Ouais. truc. Aujourd'hui, on a d'autres biotechnologies. On a notamment des parasites naturels des acariens qui ont été étudiés, mis en élevage et qu'on peut acheter sur Internet et que j'ai sur mon site. D'accord. Donc ça devient extrêmement simple. C'est-à-dire que s'il y a des acariens dans la fourmilière, on va balancer des acariens tueurs d'acariens Hmm. qui ne se qui ne se nourrissent que d'autres acariens. Hmm. Le jour où ils ont tué tout le monde, ils décèdent et les fourmis sont libérées et tout va bien. Il s'appelle comment? Cet Eh acarien, bien, d'acarien? leur marque commerciale, c'est Taurus. Et j'ai pas en tête le nom de cet acarien. Alors, ça fonctionne très bien sur les fourmis, sur les reptiles. J'ai pas entendu sur les abeilles. Donc, Taurus, ah oui, Taurus, tueur c'est d'acariens à ça. fourmis. Ouais, Wow. Non mais en apiculture, on en a un énorme problème, c'est le varroa ouais, bien destructeur, sûr, ouais. qui vient de l'île de Java, qui a été observé en 1904, et qui est venu au fur et à mesure, qui a changé d'une espèce d'abeille à une autre. Et en fait, il y a une relation qui est très mauvaise entre notre abeille, Apis mellifera, et cet acarien, parce que notre abeille n'arrive pas du tout à se débarrasser de cet acarien, alors que l'abeille asiatique, l'Apis cerana, elle arrive à grandi pendant des millions d'années, enfin des milliers d'années avec cet acarien. Du coup, elle a développé un comportement Ouais, naturel de fouillage. Et nous, on est obligé de traiter, typiquement, avec des solutions officielles qui ont une autorisation de mise sur le marché, et notamment l'acide formique. L'acide formique, donc des fourmis, mais synthétisé, fait partie des solutions. Et donc, ouais. c'est pour ça que ça m'intéresse. Attends, Taurus, tueur d'acariens fourmis. Bon, faut, faut- Ça serait à étudier. Je sais pas du tout si ça peut fonctionner. oui, à Euh, voir si les abeilles l'acceptent ou pas, ou si cet acarien va dans le miel. Ce serait le pire. ouais, parce que ça se retrouve pour les volailles aussi, pour Hmm. les reptiles, pour les oiseaux, etc. Euh, j'ai pas entendu pour les abeilles, donc je pense que si ça marchait sur les abeilles, ils auraient sauté sur l'occasion. Oui, oui, oui. J'ai peur qu'il y ait un problème quelque part qui fait que ça marche pas pour les abeilles. Ouais.
Il y avait le avec pseudo-scorpion qui avait été évoqué à un moment, c'est un petit scorpion minuscule qui mange le varroa, mais ça pas, mais c'était pas pertinent. Ou mmh, sinon, il y avait des champignons, mais non plus, ça n'a rien donné. Donc là, on reste sur des solutions chimiques, mais il y a des solutions biotechniques, c'est-à-dire naturelles, qui peuvent permettre de lutter contre. Mais ok, Taurus, je vais quand même me renseigner un peu. Parce que, donc là, c'est officiel. Enfin, Taurus peut permettre, euh, déjà, n'attaque pas les fourmis et tue cet acarien sans déstabiliser l'ensemble de la colonie. tout à fait, ouais. C'est testé, approuvé par moi-même et mes clients, ça marche extrêmement bien. Ok, Donc, ouais, très très efficace. C'est juste qu'il faut l'acheter peu avant l'usage parce que forcément ils ont rien à manger dans la boîte. On les hmm, garde au frigo, au repos. Et puis quand on les libère dans la fourmilière, dans le poulailler, dans le terrarium, ça ressemble un petit peu à des petites araignées rouges, ils sont assez mobiles. Euh, d'accord. et ils vont se mettre en chasse d'acariens juteux qui vont se faire un plaisir de dévorer. Et on trouve après des sortes d'acariens vidés de leur substance un peu partout. Donc si après, je crois qu'ils mangent les œufs aussi, mais s'il reste quelques œufs et qu'il y a des acariens qui ressortent, on peut en remettre un traitement, Ok. par exemple de ceux qu'on a gardés au frigo, et vraiment ça nettoie très très bien. Impressionnant. Impressionnant. C'est une belle piste. Et c'est beau. C'est beau de voir ça. Bah, d'un côté, on fait, quand on a des élevages comme ça qui sont un peu domestiqués, d'abeilles d'abeilles ou de fourmis, c'est sûr qu'il y a tout un tas d'interactions qu'on enlève avec d'autres espèces. Et typiquement, ce genre d'acarien, peut-être que dans la nature, peut arriver à se retrouver, alors que dans des milieux fermés, comme des ruches ou d'autres espaces, eh bien, justement, il y a moins d'interactions en fait. Ok. Et c'est quoi les principales difficultés pour ceux qui commencent la fourmiculture? Tu parlais de l'importance de respecter la bonne humidité, la bonne température et, euh, et aussi, j'ai oublié le troisième. Humidité, Oui, température, nourriture, choisir la bonne espèce, savoir l'identifier, oui, c'est les principaux défis, ouais. hmm, Et les problèmes qu'on va rencontrer, c'est que bon, malheureusement, c'est un marché comme un autre. Au départ, quand j'ai commencé, il y avait personne. Après, il a ouvert son site, celui qui avait ce forum. Ensuite, j'ai ouvert le mien, on était deux. Après, on est passé à trois, on est passé à, je sais pas, à 5, 10. Bon, ça a jamais pris énormément plus d'ampleur en France, mais hmm, dans d'autres pays, ça en a pris. On trouve de tout et n'importe quoi sur Amazon, sur AliExpress. ok, Donc, c'est devenu quand même un truc impressionnant en quelques années. d'accord. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on est submergé par toutes sortes de choses et on ne sait pas forcément pourquoi on choisit telle ou telle fourmilière, ou on croit que c'est naturel parce qu'il y a du sable, mais c'est pas forcément très bien géré en termes d'humidité, ou alors c'est un joli design, mais c'est pareil, c'est une catastrophe en termes d'humidification. Hmm, Euh, il peut y avoir plein de soucis, ou alors on se dit on va le faire soi-même, mais on n'a pas les bons réflexes. On va par exemple utiliser des colles ou des peintures qui vont avoir des substances toxiques. On peut utiliser des matériaux qui vont pas très bien absorber l'humidité, ou au contraire qui vont être trop durs et mal la conduire, ou trop friables et les fourmis vont finir par s'échapper. Donc hmm, c'est pas si compliqué, mais quand on est noyé dans l'information et dans l'offre du marché, on peut avoir des soucis. C'est ça le problème. d'accord, d'accord. Est-ce que ça existerait, tu sais, enfin, je regarde un mur à la maison, d'avoir, tu sais, des panneaux fourmilières. Le but c'est que ça se fasse avec, enfin, que ça soit pas simplement décoratif, mais avant tout que les fourmis se sentent bien dedans. Mais une sorte de panneau où en fait on peut voir l'ensemble d'une fourmilière qui fait plusieurs 2-3 mètres de large et 2 mètres de hauteur. Ça serait quelque chose de possible? Et est-ce que ça serait respectable pour les fourmis? Point de vue, Oui, j'en ai vendu, j'en ai sur mon site. Il doit m'en rester un ou deux en stock, ça existe. d'accord. Qui fait pas forcément des dimensions énormes parce qu'une colonie commençant petite, Hmm, euh, déjà 1 mètre par 1 mètre, c'est immense à l'échelle d'une colonie, mais ça fait un beau tableau. Donc ça existe, ouais, j'en ai où elles vont creuser leur propre galerie, on a un système d'humidification, après on peut mettre des tuyaux pour rajouter une sorte de terrarium qui hmm, représente la partie externe, on va mettre la nourriture, où elles vont explorer un petit peu. hmm. Donc ça se fait, et je pense que c'est des choses que je vais explorer un peu plus à l'avenir, parce que malheureusement, il y a souvent des contraintes en termes de design, en termes de gestion, en termes de prix, etc.
Ouais. Mais je pense que c'est un concept qui est pas encore assez exploité et j'ai des choses comme ça en projet. Hmm. Et globalement, c'est un peu ça l'objectif de Fourmiculture, c'est d'évoluer de plus en plus vers une alliance de l'art, de la nature et de la science, Hmm. pour vraiment faire des choses qui amènent la nature chez les gens, qui Hmm. permettent de reconstituer des écosystèmes, de voir le cycle de vie dans de bonnes conditions Hmm. et d'avoir une certaine pureté dans le design, une recherche de perfection en fait. Impressionnant. Belle vision, magnifique vision. Très bien. Et attends, je suis en train de parcourir mes questions. J'en aurais une dernière. Pour toi, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaite commencer la formiculture? Je m'y intéresse. Par quoi est-ce que je commence? Je pense que ça nécessite d'abord de bien comprendre les concepts de base dont on a parlé, de pas vouloir viser trop haut en termes d'espace, de bien comprendre les besoins de base de l'espèce qu'on choisit, donc de choisir une espèce plutôt simple au départ. Et puis après, de voir si le matériel que cette personne veut acheter respecte bien ces besoins-là en termes d'espace, en termes de gestion d'humidité, une autonomie suffisante, Hmm. une partie sèche, une partie humide, Hmm. capacité d'évolution. Euh, et puis voilà, si on peut soutenir des entreprises locales, c'est quand même mieux parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui viennent de loin, qui proposent un peu n'importe quoi, qui font des versions françaises, mais qui vont pas proposer un produit de grande qualité. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais je récupère des clients qui ont des mauvaises expériences. Euh, il suffit de voir aussi les commentaires sur Amazon. C'est pas l'idéal. Hmm. Enfin, fabriquer soi-même, c'est possible aussi, mais on se rend pas forcément compte de toutes les contraintes. Donc, ça pourrait peut-être mériter d'ailleurs un article. Je vais y réfléchir. Hmm. Et en attendant, ouais, vraiment de bien comprendre les concepts de base, Hmm. de choisir quelque chose de qualité et une colonie aussi bien lancée. Ça demande pas forcément énormément de choses pour qu'une colonie se porte bien, mais, euh, mais qu'elle soit avec un nombre d'ouvrières suffisant, qu'elle ait des larves, qu'elle soit bien lancée au départ, c'est quand même important. C'est comme les fourmis coupeuses de feuilles qui sont assez délicates. On peut les acheter sur Internet, on peut les livrer par Chronopost, mais j'évite de plus en plus parce que justement elles sont fragilisées à réception tellement elles sont sensibles. Donc ça, j'organise des livraisons avec mes clients. Les Messor Barbarus, par contre, on peut les livrer, c'est pas un problème, elles sont très résistantes. Tant qu'on fait attention au grand froid, à la canicule, ça se passe très bien. Donc il n'y a pas forcément d'inquiétude à commander sur Internet. Il faut juste que la colonie de base soit en bonne santé et que le matériel soit adapté. Hmm. D'accord. Ok. Est-ce que tu souhaitais aborder un autre point? Euh, je crois on a abordé pas mal de choses Ouais. intéressantes. J'espère que c'est des parallèles qui auront plu aux amateurs d'abeilles aussi. Je sais pas si on peut rajouter quelque chose. Pour moi, on avait pas mal Oui. de choses passionnantes. Merci pour ton intérêt, cette petite interview. Je t'en prie. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver sur Internet ou à Grenoble. Ouais. Sur fourmiculture.com. Fourmiculture.com, tout à fait. Merci beaucoup, Yvan. Merci, à bientôt.